Quand j'ai commencé à apprendre le polonais, j'ai utilisé ce manuel. Comme l'orthographe et la prononciation du polonais ne sont pas évidentes quand on débute, les premières leçons sont accompagnées de transcriptions phonétiques pour aider les francophones à prononcer. Masz rację, może pójdziemy do kina, nic ciekawego nie grają. Ouais, c'est pas mal, mais vous vous doutez bien que ça se prononce pas exactement comme ça. Ce n'est pas spécifique au polonais expliqué en français, bien sûr. Le manuel de conversation française de l'édition anglophone de Wikivoyage a par exemple « Je me suis fait mordre par un chien. J'ai besoin d'un médecin. » Si un touriste américain débarque en France en parlant comme ça risque d'être compliqué pour lui. Ce qui serait bien dans ce genre de cas, ce serait de pouvoir écrire les sons indépendamment de la langue. Mais comment ? Le problème, c'est que différentes langues utilisent les mêmes lettres pour noter des sons différents. Comment on prononce la lettre J ? J comme en français, J comme en anglais, Y comme en allemand, R comme en espagnol ? Et comment écrire le son CH ? CH comme en français, SH comme en anglais, ou encore plein d'autres possibilités sans parler des autres alphabets ? Eh bien, les linguistes ont trouvé une solution, l'alphabet phonétique international. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, que ce soit dans mes vidéos ou simplement dans un dictionnaire. Alors on va voir ce que veulent dire tous ces symboles et on va faire des bruits bizarres avec la bouche. Mais juste montrer des symboles avec les bruits qui correspondent, ça aurait pas beaucoup d'intérêt, donc je vous propose une petite introduction à la phonétique. On va voir en détail comment on produit les sons qu'on utilise pour parler. Alors un petit avertissement, je ne suis pas linguiste. Je vais faire de mon mieux, mais il y aura des approximations. Et je vais utiliser pas mal de termes techniques, mais je les expliquerai. C'est peut-être un sujet un peu nerd, mais vous verrez, c'est super intéressant d'expliquer et de mettre des mots sur des phénomènes qu'on pratique tous des milliers de fois par jour sans en avoir conscience, et je trouve vraiment fascinant de voir la diversité des sons qu'utilisent les différentes langues du monde, parce qu'il y en a qu'on n'imagine même pas. Et on verra même comment ces quelques connaissances en phonétique peuvent aider à apprendre à prononcer une langue étrangère. Vous l'aurez compris, on va voir de la théorie. Alors je trouve que c'est très intéressant et utile, mais quand on apprend une langue, rien ne peut remplacer la pratique. D'où l'intérêt de notre sponsor du jour, Italki. Italki, c'est une plateforme qui vous met en relation avec des professeurs de langue. Vous n'avez pas le temps d'aller toutes les semaines à un cours de groupe où vous devez attendre votre tour pour parler ? Pas de problème. Avec Italki, vous réservez des leçons en ligne pour apprendre où vous voulez et quand vous voulez. Et surtout, c'est des cours particuliers. Vous aurez toute l'attention du professeur pendant toute la leçon et il ou elle pourra personnaliser le cours pour l'adapter à votre niveau et à vos besoins. Rien de tel que pratiquer avec un professeur natif pour s'améliorer à l'oral et apprendre des expressions authentiques dans la langue qui vous intéresse. Avec plus de 30 000 enseignants présents sur Italki, vous aurez l'embarras du choix. On peut rechercher un prof selon les horaires de disponibilité, le prix et les objectifs de la leçon. Donc vous trouverez le professeur idéal pour vous améliorer en grammaire, vous préparer à un examen ou à un entretien d'embauche, donner cours à un enfant ou tout simplement pratiquer la conversation. Et si vous êtes débutant et que vous avez besoin que votre enseignant vous donne des explications en français, vous pouvez en trouver un qui parle français. Ils ont un choix de langue impressionnant. Même si vous voulez apprendre une langue moins populaire comme le letton ou le népalais, c'est possible. Bon, moi c'est surtout mon allemand qu'il faut que j'améliore. Allemand autrichien de préférence, regardez, on peut même filtrer par pays d'origine. Bon bah, essayons. Das hat sich wohl so verbreitet, also es ist ganz lustig zu sehen, welche deutschen Wörter dann verwendet werden. Ja, so Polnisch hat eher viele deutsche Wörter, obwohl man sie nicht immer leicht erkennen kann. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber ja. Dann danke für deine Zeit. Tschüss. Alles. Ciao, ciao. Encore un avantage, il n'y a pas de frais d'inscription ni d'abonnement, vous payez simplement par leçon. Alors pour commencer à apprendre une langue avec Italki, suivez le lien dans la description de la vidéo. Pour votre premier achat d'au moins 10 €, vous recevrez 5 € en bonus avec mon code exclusif Polyglotte5. C'est valable pour les 50 premières personnes. Bref, retournons à la théorie, mais n'oubliez pas la pratique. À la fin du 19e siècle, des linguistes français et britanniques, dont notamment le français Paul Passy, se regroupent pour fonder ce qui deviendra en 1897 l'Association phonétique internationale, une organisation dont le but est de promouvoir l'étude scientifique de la phonétique et ses applications pratiques. L'un de leurs buts est la création d'un alphabet unique permettant de représenter les sons utilisés dans toutes les langues du monde. Pas pour remplacer les écritures existantes, mais pour permettre aux linguistes de mieux étudier la phonétique et de décrire les langues, et aussi pour aider les étudiants en langues étrangères et faciliter l'apprentissage de la lecture pour les enfants. En 1888, il publie la première version de l'alphabet phonétique international en abrégé API ou IPA en anglais. Il sera mis à jour plusieurs fois par la suite, la dernière modification date de 2005. Aujourd'hui, l'API est un outil incontournable pour tous les linguistes. L'alphabet phonétique international comporte 107 lettres, chacune représentant un son du langage humain.
Ce sont presque toutes des lettres de l'alphabet latin, des lettres de l'alphabet grec, des lettres de l'alphabet latin retournées et des lettres de l'alphabet latin modifiées. Il y a aussi pas mal de diacritiques, c'est-à-dire des petits signes qu'on peut ajouter pour préciser la prononciation de manière plus détaillée. J'ai utilisé le mot phonétique plusieurs fois, alors ce serait pas mal de le définir, ainsi qu'un autre terme moins connu avec lequel il est parfois confondu, phonologie. La phonétique est une branche de la linguistique qui étudie les sons du langage parlé. En gros, c'est l'étude des bruits qu'on peut faire avec la bouche. Enfin, de ceux qu'on utilise pour parler, parce que la toux et les ros, ça compte pas. La phonétique a elle-même 3 branches. Celle dont on va parler, c'est la phonétique articulatoire, qui étudie tout ce qu'on fait avec la bouche et la gorge pour produire des sons. Il y a aussi la phonétique acoustique, qui étudie les propriétés des ondes sonores, et la phonétique auditive, qui étudie comment l'oreille perçoit les sons, mais là j'y connais rien. À côté de ça, on a une autre branche de la linguistique, proche mais différente, la phonologie. C'est l'étude de comment les sons sont organisés au sein d'une langue donnée. La phonologie d'une langue, c'est l'inventaire des sons utilisés par cette langue et la manière dont ils varient et s'influencent les uns les autres. Donc, quand on dit que l'italien, le finnois ou la langue machin est une langue phonétique, ce qu'il faudrait en fait dire, c'est que l'orthographe de la langue machin correspond bien à sa phonologie. L'unité de base à laquelle s'intéresse la phonétique, c'est le phone, aussi appelé plus simplement le son. Un son, je pense que vous voyez ce que c'est. A, c'est un son, T, c'est un son, V aussi. Par contre, en phonologie, l'unité de base, c'est le phonème, et c'est un concept important même si c'est un peu difficile à saisir. Un phonème, c'est un son de base dans le système phonologique d'une langue donnée. C'est la plus petite unité qui permet de distinguer 2 mots. Prenons les mots français pot et beau. La seule différence entre les deux, c'est le premier son, et ça illustre qu'en français, pe et be sont des phonèmes distincts. Un phonème, c'est un concept un peu abstrait parce qu'il peut avoir plusieurs prononciations. En français, on a un phonème r qui varie pas mal selon les régions, mais que vous le prononciez r, ou r, ça reste toujours un r. Et surtout, une même personne peut prononcer le même phonème de différentes manières en fonction des mots. Si je dis cadre et 4, le r n'est pas le même dans les 2 mots. Mais vous vous en rendez peut-être pas compte parce que c'est toujours le même phonème. C'est juste que dans 4, il est influencé par le T qui change sa prononciation exacte. Un linguiste dirait que R et R sont 2 allophones d'un même phonème. Et c'est pas parce que ça marche comme ça en français que c'est valable pour d'autres langues. Alors oui, au Canada et dans des contextes éducatifs, un allophone c'est quelqu'un qui a une langue maternelle autre que le français, mais là non, ça n'a rien à voir. Un autre exemple en anglais cette fois. Spin, pin. Dans le deuxième mot, le P est aspiré, c'est-à-dire suivi d'une petite bouffée d'air, mais pas dans le premier mot. En anglais, P et P sont des allophones d'un même phonème. Ça veut dire que vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous ne trouverez pas de paire de mots anglais dont la seule différence est que l'un a un P et l'autre un P aspiré. Mais dans des langues comme le mandarin ou le hindi, P et P sont 2 phonèmes bien distincts. Pal, moment, pal, fruit. Si en anglais j'oublie l'aspiration, j'ai un accent français, mais on comprend toujours ce que je dis. Par contre, si j'apprends le hindi et que je confonds les 2 sons, là ça va être gênant parce que ce sont des phonèmes différents et que donc potentiellement on peut comprendre un autre mot que celui que je veux dire. Ce genre d'exemple de mots qui diffèrent par un seul son et qui illustre que 2 sons sont 2 phonèmes différents dans une langue donnée, ça s'appelle une paire minimale. Il y a 2 principales manières de transcrire les mots en alphabet phonétique international. La première, c'est la transcription phonologique qui note les phonèmes qui constituent le mot dans une langue donnée. Elle est écrite entre barres obliques. L'autre transcription, c'est la transcription phonétique qui est là pour représenter la prononciation exacte de manière plus précise et elle s'écrit entre crochets. Prenons le mot français « prendre ». Une transcription phonologique qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire, c'est celle-là. À strictement parler, la lettre R dans l'API représente un R roulé comme en italien, mais le dictionnaire ne vous dit pas de rouler les R, il vous dit juste « c'est un R quoi, prononcez-le comme vous le faites normalement en français ». Mais une transcription phonétique de la manière dont je prononce le mot « prendre », ça pourrait être ça. Ici, on transcrit bien les R comme je les prononce vraiment, la voyelle nasale est, il me semble, un peu différente de la manière dont elle est traditionnellement transcrite, et il y a un petit signe sous le D pour préciser qu'il est prononcé dans la région des dents, mais on s'en passe dans la transcription phonologique parce qu'il n'y a pas plusieurs types de D en français. Et si on fait une transcription phonétique de comment un Marseillais ou un Québécois prononce ce mot, ce sera différent. Avant de faire le tour des symboles de l'API et des sons qu'ils représentent, on va faire un petit rappel sur l'anatomie de la bouche et de la gorge parce que c'est important pour la suite. Je vous présente une vue en coupe d'un visage. Bon, les dents, les lèvres, le nez et la langue, c'est pas la peine de rappeler ce que c'est, enfin j'espère.
Juste derrière les dents du haut, on a les alvéoles, puis le palais dur ou palais tout court, puis le voile du palais ou palais mou. Parce que oui, si vous touchez, vous verrez que c'est mou, mais lavez-vous les mains avant. On a ensuite l'aluette, le truc qui pendouille au fond de la bouche. Tout au fond de la bouche, c'est le pharynx, le carrefour entre la bouche, l'œsophage et la trachée. À ne pas confondre avec le larynx qui relie le pharynx à la trachée. D'ailleurs, la pomme d'Adam est une partie du larynx. L'une des sections du larynx est appelée la glotte et elle contient les fameuses cordes vocales qui ne sont pas des cordes mais plutôt des membranes. Et si on remonte un peu, on a l'épiglotte, un cartilage qui ferme l'entrée du larynx quand on avale, ce qui permet d'éviter de s'étouffer. Voilà, vous avez tous les prérequis et on va enfin parler des sons. L'Association phonétique internationale a un document officiel qui résume tout, ici dans sa version française. Alors oui, ça a l'air compliqué, et parfois ça peut vraiment l'être, mais on va y aller doucement. Et on va commencer avec les voyelles. Une voyelle, c'est un son prononcé sans fermer le canal vocal, c'est-à-dire tout le passage qui va de la glotte à la sortie. Pour les consonnes, à l'inverse, il y a une obstruction au passage de l'air. Je rappelle que je parle uniquement de prononciation et pas d'écriture. Donc, est-ce que Y est une consonne ou une voyelle ? J'en sais rien, c'est une lettre, c'est pas la question ici. Le tableau de l'API avec les voyelles, c'est ça. C'est une bouche, représentée super schématiquement. Imaginez qu'elle est vue de côté avec les lèvres à gauche et la gorge à droite. Une voyelle est définie par 3 principaux paramètres. D'abord, la hauteur. Essayez de dire « i », la bouche n'est pas fermée, mais presque. C'est une voyelle haute ou fermée. Maintenant, dites « a », la bouche est grande ouverte, donc c'est logiquement une voyelle basse ou ouverte. Deuxième paramètre, est-ce que la langue est plutôt à l'arrière de la bouche ou plutôt à l'avant ? Si je dis « o », je sens bien qu'il est prononcé vers le fond de la bouche, c'est une voyelle postérieure. Si je dis « i », c'est une voyelle antérieure, je ne peux pas prononcer de voyelle encore plus en avant. Troisième paramètre, l'arrondissement des lèvres. I, je fais rien de spécial avec les lèvres. U, la seule différence c'est que les lèvres sont arrondies. Dans ce tableau, les voyelles sont présentées par paires et celle de droite est arrondie. Allez, je vais prononcer tout ça, je vais essayer, vous allez voir que c'est pas évident de prononcer hors de tout contexte des voyelles qui n'existent dans aucune langue que je parle. Je vais commencer par les antérieures et aller de haut en bas. I, U, E, 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 A, A. Les voyelles centrales maintenant, sûrement celles que je prononce le plus mal. U, E, E. Celle-là a même un nom, le schwa, c'est la voyelle la plus neutre, c'est ce qui se passe quand on prononce une voyelle sans rien faire de spécial avec la bouche. A. Et les postérieures maintenant, U, O, O, A. Voilà, s'il y a des vrais linguistes qui me regardent, vous pourrez vous amuser à faire des analyses acoustiques pour voir ce que j'ai mal prononcé. Bon alors, c'est toutes les voyelles qui existent ? Non, bien sûr. Si on prend les voyelles postérieures ou O, A, il y a évidemment plus de 4 degrés possibles d'ouverture de la bouche. Théoriquement, il y a une infinité de possibilités entre ouvert et fermé. C'est là qu'interviennent les diacritiques de l'API. Si on veut être précis, il y a plein de petits signes pour indiquer qu'une voyelle est un petit peu plus ouverte, fermée, avancée, reculée, arrondie, centralisée, etc. Je ne vais pas les détailler plus que ça parce que ça serait barbant, mais d'autres diacritiques notent des phénomènes plus intéressants. On a notamment les voyelles nasales, comme leur nom l'indique, l'air passe aussi par le nez. Je parle une des rares langues d'Europe avec des voyelles nasales phonémiques, le français. En ont un, et certains francophones en ont une 4e, mais moi je sais pas la prononcer. Il y a aussi les voyelles rhotiques où le bout de la langue est recourbé. C'est assez rare, mais on en trouve en anglais américain et en mandarin. Ces deux-là aussi sont intéressants. La voix soufflée ou murmure, ça consiste à laisser passer plus d'air par les cordes vocales, ça donne l'impression de soupirer en même temps qu'on prononce la voyelle. Ah. Et la voix craquée, bizarrement traduite voix raclée ici, ça consiste à faire entendre une sorte de vibration en même temps. Ah. Et une dernière chose pour les voyelles, les diphtongues. C'est quand on commence par prononcer une voyelle et qu'on finit par une autre. Aou, oi, ai. Il n'y en a pas vraiment en français, mais plein en anglais. La voyelle la moins importante des deux est indiquée par ce petit symbole en dessous. Passons aux consonnes. Ça va être un peu plus long parce qu'il y en a plus. Une consonne est définie elle aussi par 3 paramètres. Le mode d'articulation. Est-ce qu'on bloque complètement le flux d'air comme dans P ? Est-ce qu'on le laisse passer un peu comme dans S ?
Est-ce qu'il passe par le nez? N. Le point d'articulation. Pour bloquer le flux d'air ou le laisser passer, il faut la rencontre de deux parties de la bouche. Est-ce que c'est les lèvres? B. Ou la langue et les dents? T. Ou ça se passe au niveau du voile du palais? Que. Et troisièmement, le voisement, c'est-à-dire est-ce qu'on fait vibrer les cordes vocales. Mettez la main sur votre gorge et essayez de prononcer f, t, ch. Normalement, vous sentez pas grand-chose parce que les cordes vocales ne vibrent pas. On dit que ce sont des consonnes sourdes. Maintenant, dites v, d, j. Là, vous devez sentir une vibration. Ce sont des consonnes sonores ou voisées. Voilà le tableau des consonnes. Dans les colonnes, on a les points d'articulation, dans les lignes, les modes d'articulation. Quand il y a deux symboles dans une case, le premier représente une consonne sourde et le deuxième une consonne sonore, et quand il y en a une seule, c'est une sonore. Quand une case est vide, c'est qu'il n'y a pas de symbole dédié, et les cases grises, c'est les articulations considérées comme impossibles. On va commencer avec les fricatives parce qu'il y a des symboles pour tous les points d'articulation. Une consonne fricative, ça consiste à ne pas bloquer complètement l'air pour en laisser passer juste un peu en donnant une impression de frottement. S. Bilabial, vous l'aurez deviné, ça consiste à articuler une consonne entre les deux lèvres. F. C'est le son qui est transcrit par F en japonais. V. C'est une des façons de prononcer le B en espagnol. Ensuite, on a les labiodentales, entre la lèvre supérieure et les dents du bas. F. V. Dentale, avec la pointe de la langue au niveau des dents. Th, the, comme en anglais. Alvéolaire, les alvéoles donc juste derrière les dents du haut. S, z. Post-alvéolaire, comme le nom l'indique, un peu plus en arrière que les alvéolaires. Ch, j. Rétroflexe. Il faut recourber le bout de la langue vers l'arrière. On trouve des fricatives rétroflexes en polonais. Ch, j. Les palatales sont prononcées au niveau du palais. Comme en allemand, j. Vélaire, ça veut dire le voile du palais. Ch, z. Uvulaire, ça désigne la luette qui s'appelle aussi apparemment uvule en français. R, r. Ce dernier son est la manière dont on prononce généralement le R en français. Les consonnes pharyngales maintenant sont prononcées dans le pharynx, donc à l'arrière de la bouche. Alors, je suis pas très doué en pharyngale, si vous parlez arabe, vous y arriverez mieux que moi. R, ra. Et enfin, les glottales prononcées dans la glotte. Ah. À vrai dire, je suis pas sûr de comprendre pourquoi ces consonnes sont classifiées comme fricatives et comme glottales, parce que quand je dis j'ai juste l'impression d'expirer. Voilà, vous connaissez les points d'articulation. Maintenant, on passe aux occlusives. Dans ce tableau, c'est traduit par plosive. Je pense que c'est un anglicisme, parce qu'en français, je vois d'habitude le mot occlusive. Mais bon, j'ai trouvé cette traduction française sur le site de l'Association phonétique internationale, alors ils doivent savoir de quoi ils parlent. Bref, les occlusives, c'est simple à comprendre, ça consiste à complètement bloquer le flux d'air et à le relâcher brusquement. P, B. Pour les labiodentales, il n'y a pas de symbole dédié, parce que ce sont des sons qui ne sont phonémiques dans aucune langue. C'est-à-dire que pour les rares langues qui ont le son P, c'est plutôt un allophone d'autre chose, et aucune langue ne fait de distinction entre P et P par exemple. Ensuite, les créateurs de l'API ont décidé d'utiliser les mêmes symboles pour les occlusives dentales, alvéolaires et post-alvéolaires. T, D, en français, on les prononce comme des dentales, et si on a besoin de préciser la prononciation, on peut le faire avec des diacritiques. T, D, les occlusives rétroflexes sont courantes dans les langues d'Inde. T, G, il y en a en slovaque. K, G, K comme en arabe. G, celui-là il est rare. Et la dernière consonne a un nom, le coup de glotte. C'est presque impossible à entendre sans voyelle pour l'accompagner, donc écoutez bien. Ah, ah. On dirait juste une pause, mais dans certaines langues comme l'hawaïen, c'est une consonne à part entière. Bon, on va aller un peu plus vite maintenant. Les nasales, c'est comme les occlusives, sauf qu'en plus, on laisse de l'air s'échapper par le nez. M, n, 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 n. Remarquez que l'API n'a de symbole que pour les nasales sonores. Les nasales sourdes, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Les consonnes roulées, appelées vibrantes ici, sont produites par des vibrations multiples entre les deux organes d'articulation. La consonne roulée bilabiale, j'adore, c'est brrr. Je pense que tout le monde sait la prononcer, mais elle est extrêmement rare dans les langues du monde. La consonne roulée la plus courante, c'est le fameux R roulé, comme en italien ou en russe, R. Et on a aussi l'uvulaire, R. Je sais pas si je la fais très bien, mais c'est comme ça que Brassens ou Edith Piaf prononçaient leur R. Les consonnes battues, c'est un peu comme les consonnes roulées, mais avec une seule vibration. La différence avec les occlusives, c'est qu'on n'augmente pas la pression de l'air derrière. Ra, ra, c'est le R simple en espagnol, ra. Les fricatives, on a déjà vu, et les fricatives latérales, c'est la même chose, sauf qu'en plus, l'air passe sur les côtés de la langue. Donc ça donne
qui existe en gallois et dans pas mal de langues amérindiennes, et j, plus rare mais qu'on trouve en mongol. On a ensuite les spirantes, ici appelées approximantes, là aussi je sais pas si c'est un anglicisme. Ça consiste à rapprocher les organes, mais pas autant que pour les fricatives, donc sans produire d'impression de frottement. Ra, 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 ya, ra. Et les spirantes latérales, c'est pareil, mais avec l'air qui passe par les côtés de la langue. L, 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 r. On a fini le tableau et pourtant, on n'a pas tout vu. Il y a plus de points d'articulation, mais je sais pas pourquoi ils sont pas dans ce tableau, mais dans une section autre symbole. Peut-être juste pour économiser de la place. On a des consonnes labio-vélaires, donc prononcées à la fois avec les lèvres et avec la langue près du voile du palais. Ouah. Dans le même genre, une consonne labio-palatale, ue, comme dans le mot français nuit. Ensuite, les consonnes épiglottales, non, désolé, là ça va pas être possible, je sais même pas quel muscle je suis censé activer pour prononcer ça, alors vous aurez droit à des enregistrements. Ha, ha, ha. Les fricatives alvéolo-palatales, donc à la fois alvéolaires et palatales, on en trouve en polonais. Ch, j. Battu latéral alvéolaire, re, 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 j'y arrive pas trop. Et celui-là, c'est ce qui est écrit, c'est ch et ch en même temps. C'est un son qu'on trouve presque seulement en suédois. Les consonnes affriquées, c'est le mode d'articulation qui nous manquait. Affriqué avec deux F, rien à voir avec l'Afrique. Ça commence comme une occlusive et ça finit comme une fricative. Ts, dj, r. Ça s'écrit avec deux symboles et une barre comme ça. Et cette barre peut aussi servir pour les consonnes labiales vélaires. Ça consiste en gros à prononcer un K et un P en même temps. Ba, ba. Je le fais pas très bien, mais ça existe dans pas mal de langues d'Afrique de l'Ouest. Vous pensez qu'on a fini ? Non, parce que toutes les consonnes qu'on a prononcées jusque-là, c'est des consonnes pulmonaires. On expire de l'air avec les poumons pour les prononcer. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de flux d'air et il y en a 3 autres dont aucun n'existe en français. Premièrement, les clics. Et ça m'a pris plus de 10 essais pour les enregistrer à peu près convenablement, surtout l'alvéolaire et le palato-alvéolaire. Et encore, on n'entend même pas vraiment la différence quand je le fais, mais bon. Les clics, tout le monde sait en prononcer, mais très peu de langues les utilisent comme des consonnes, et elles sont toutes parlées en Afrique australe. Cela dit, dans pas mal de cultures, on utilise des clics pour la communication non verbale, comme le clic latéral pour appeler un cheval, ou le clic dental pour dire « Allez, bouge-toi, je suis pressé ». Ensuite, les implosives, si j'ai bien compris, ça consiste à abaisser la glotte pour presque aspirer de l'air. Je le prononce sûrement très mal. Et enfin, on a les éjectives. Là, il faut fermer la glotte et augmenter la pression dans la bouche. Mais ça, j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur le géorgien. Ça y est, on a fini les symboles pour les consonnes, mais il nous reste quelques trucs, comme l'articulation secondaire. Quand on prononce une consonne quelque part dans la bouche, on peut prononcer en même temps une spirante ailleurs. Le type le plus courant, c'est la labialisation. Par exemple, un que labialisé, ça consiste à prononcer en même temps un que et un ouë, et ça donne quoi. À vrai dire, j'ai beaucoup de mal à entendre la différence entre ça et un que suivi d'un ouë, mais ça doit être parce que le français n'a pas de consonne labialisée. Il y a aussi la palatalisation. Par exemple, p, ne, se, palatalisé, ça donne p, ne, se. Comme langue riche en consonnes palatalisées, on a l'irlandais, le russe et le lituanien. Ensuite, on a la vélarisation, donc un M vélarisé, ça doit se prononcer m. Et la pharyngalisation, ça existe en arabe, je vais essayer de bien prononcer ça, s, d. Bon, et puis il reste des diacritiques pour les consonnes qui permettent d'indiquer plusieurs phénomènes en vrac, on va voir les principaux. Comme pour les voyelles, on peut indiquer qu'une consonne est prononcée un poil plus fermée ou plus ouverte. La version plus ouverte peut servir pour noter des spirantes qui n'ont pas leur propre symbole. Le petit rond là, c'est pour indiquer qu'une consonne est sourde, donc un N sourd ça donne hein. Enfin, j'arrive pas vraiment à le prononcer, mais c'est un son qui existe en gallois et en islandais. Et là, un D sourd, j'ai jamais compris en quoi c'était différent d'un T, mais j'ai déjà vu ça dans des transcriptions du danois. Le petit H en exposant, c'est pour l'aspiration qu'on a déjà vu, T, D. Les consonnes syllabiques, c'est quand une consonne joue en quelque sorte le rôle de voyelle. Dans le mot slovaque prst, qui veut dire doigt, le R est une consonne syllabique. Les linguolabiales, ça c'est rigolo, c'est un point d'articulation hyper rare qu'on ne trouve que dans quelques langues du Vanuatu. En fait, c'est très simple, ça se prononce avec le bout de la langue contre la lèvre supérieure. Pa, ba, na, fa.
Ensuite, sans relâchement audible. Prenez un mot français comme nappe. Je rouvre les lèvres légèrement pour finir de prononcer le P, on dit que la consonne est relâchée. Mais dans une langue comme le coréen, les occlusives ne sont pas relâchées en fin de mot, donc on ne rouvre pas les lèvres et ça donnerait nap. Et puis le tilde à travers le L, je savais même pas que c'était considéré comme un diacritique parce que je l'ai vu utilisé uniquement avec cette lettre pour noter le son L, qui existe notamment en russe et en anglais. Bon, les diacritiques restants, c'est plus compliqué et moins intéressant, alors on va s'arrêter là parce que c'est déjà long. Bon voilà, on a vu les voyelles et les consonnes, on a fini... Non... Presque. Il nous reste les unités suprasegmentales. Un mot compliqué pour une chose assez simple, ce ne sont pas des sons, mais des caractéristiques ajoutées à des sons. Par exemple, la longueur. Beaucoup de langues, mais pas le français, distinguent des voyelles ou des consonnes courtes et longues. Pour indiquer un son long, on peut mettre ce symbole juste après. C'est pas 2 points, mais 2 petits triangles. On peut même indiquer un son moyennement long ou particulièrement court. Il y a aussi l'accent tonique, un truc qui a peu d'importance en français, mais qui est capital dans beaucoup de langues. Pour indiquer la syllabe d'un mot qui est accentué, donc prononcé plus fort que les autres, on met ce petit trait qui ressemble à une apostrophe juste avant, et avec un trait en bas, on peut noter un accent secondaire. Le mot d'exemple qui est donné ici, c'est phonéticien en anglais, phonetician. Et il nous reste une dernière chose, et là, pour le coup, je vous jure que c'est vraiment la dernière, les tons. Les langues chinoises sont célèbres pour être tonales. La hauteur avec laquelle on prononce les sons a une importance. Dans les systèmes de tons peu complexes, on peut utiliser ces accents pour indiquer la hauteur, et quand c'est plus compliqué, on peut dessiner la mélodie des syllabes avec ces lignes avec une barre à droite. Bon, c'était un peu dense avec plein de nouveaux mots et de nouveaux concepts, mais on a fait le tour de l'essentiel. Alors voyons un peu comment tout ça peut servir quand on apprend une langue étrangère. La majorité des manuels ou des cours de langue n'utilisent pas de termes techniques. Et ils ont raison, parce que combien de gens comprendraient des explications à base de fricatives vélaires sourdes ? Pareil pour les transcriptions phonétiques approximatives. Je me moque un peu, mais peu de lecteurs comprendraient la version en API, donc ça, couplé avec les explications au début du livre, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour un lecteur francophone non linguiste. L'inconvénient, c'est que les explications utilisent forcément des termes pas très précis. Un peu comme dans chien, mais encore plus mouillé, ouais, d'accord. Alors que si vous me dites fricative alvéolo-palatale sourde, là c'est clair, chut. Bref, voilà ce que je fais quand je veux me faire une idée de la prononciation d'une langue. Je vais sur Wikipédia voir l'article qui concerne cette langue. Souvent, il y a une section sur la prononciation, comme ici pour le géorgien, avec des tableaux comme ça. On a les voyelles et les consonnes, ça ressemble au tableau de l'API, sauf qu'on ne garde que les symboles pour les sons qui existent dans la langue, et il y a des explications supplémentaires pour les allophones. Si vous avez de la chance, vous aurez même un diagramme comme ça pour les voyelles, qui montre encore plus précisément où elles sont articulées, par exemple ici pour le suédois. Pour certaines langues, Wikipédia a même un article détaillé consacré à la prononciation de la langue, comme ici avec le roumain. Et quand Wikipédia en français n'a pas l'information, on la trouve très souvent sur l'édition en anglais. Et heureusement, beaucoup de termes techniques utilisés en phonétique sont les mêmes qu'en français. Alors bien sûr, ça sert à rien d'apprendre tous les symboles de l'API. Je connais pas les symboles pour les clics ou les petits signes pour indiquer qu'une voyelle est un peu moins arrondie. Et c'est moins important de connaître le symbole pour une fricative dentale sonore que de comprendre les concepts de fricative, dentale et sonore. Mais familiarisez-vous quand même avec les symboles qui correspondent aux sons utilisés par la langue à laquelle vous vous intéressez. Ça permet de pouvoir comprendre une transcription phonétique, ce qui aide pas mal quand on apprend une langue dont l'orthographe ne correspond pas trop à la prononciation, comme le français, l'anglais ou le danois. La prononciation est souvent indiquée en API dans les dictionnaires, comme par exemple le Wiktionnaire en français ou en anglais. Encore que certains dictionnaires utilisent leur propre système, ça se fait souvent en anglais. Bien sûr, il y a des tas de gens qui acquièrent un accent excellent dans une langue étrangère sans tout ça, mais je trouve que la théorie m'aide beaucoup à savoir quels phonèmes existent dans une langue donnée, quelles distinctions sont importantes et comment on est censé prononcer ces sons. Alors on va voir 2 exemples concrets rapidement. En mandarin, il y a 4 consonnes qui sont transcrites en alphabet latin J, Q, ZH et CH, et pour une oreille française, elles ressemblent toutes à tch. Mais un petit tour sur Wikipédia nous apprend que les 2 premières sont des affriquées alvéolo-palatales et les 2 dernières des rétroflexes et qu'en plus 2 de ces consonnes sont aspirées. Donc ça donne respectivement tch, 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 tch. Ça veut pas dire qu'on sait immédiatement bien les prononcer, mais au moins ça donne une idée des différences qu'il faut apprendre à reconnaître et à reproduire. En polonais, il y a 2 voyelles nasales. C'est pas vraiment des voyelles nasales comme en français, mais plutôt des diphtongues dont la deuxième partie est nasalisée. Mais ce son a en réalité beaucoup de prononciations possibles. Il est réellement prononcé comme ça seulement devant une fricative. En fin de mot et devant le ou we, ça se prononce simplement sans nasalisation. Et devant une occlusive ou une affriquée, ces voyelles ont plein de prononciations différentes.
Ça peut sembler compliqué, mais en fait la règle est très simple. Dans cette position, est prononcé est suivi d'une consonne nasale qui a le même point d'articulation que la consonne qui suit. Ręka, zęby, dęty, pięć. Je trouve donc que l'API est un outil très utile dans un premier temps pour aborder la prononciation d'une langue. Mais ça a aussi ses limites. Déjà, c'est pas parce qu'on comprend théoriquement comment on est censé positionner la langue et la bouche qu'on y arrive forcément bien. Vous m'avez entendu pas mal galérer avec certains sons. Aucune transcription phonétique ne peut remplacer l'écoute et l'imitation de la langue telle qu'elle est parlée. Sans ça, vous n'aurez pas une prononciation idéale. L'API a quelques symboles pour noter l'intonation, mais c'est assez limité et en général l'intonation est ignorée par les transcriptions. Les transcriptions phonétiques ne sont pas toujours extrêmement précises. La lettre E est utilisée pour noter le son français « et », mais c'est pas parce que vous voyez le même symbole utilisé pour une autre langue que ça se prononce pile poil comme un « et » français. Ce mot anglais est habituellement transcrit exactement de la même façon que le mot français « lead », mais si on écoute bien, lead, on entend que c'est pas exactement la même prononciation. Donc ne vous focalisez pas sur les symboles et ne confondez pas la représentation en API avec la prononciation réelle. Même avec une transcription super précise, l'API ne peut pas toujours bien saisir toutes les nuances. À ma connaissance, on peut pas vraiment indiquer de degré de palatalisation. Je l'ai dit, le russe et le lituanien sont riches en consonnes palatalisées, mais je trouve la palatalisation plus difficile à entendre en lituanien. Pareil avec les degrés de nasalisation. Le bengali a des voyelles nasales, mais le peu de bengali que j'ai entendu, j'ai pas réussi à entendre la nasalisation. Et en coréen, les consonnes nasales sont souvent un peu dénasalisées en début de mots, si bien que M ressemble pas mal à un B. C'est le genre de détail qu'on peut remarquer en tendant l'oreille, mais pas trop avec des transcriptions phonétiques. Et d'ailleurs, même en m'y connaissant un peu en phonétique, la phonologie coréenne reste assez mystérieuse pour moi. Et enfin, l'alphabet phonétique international fait aussi l'objet de critiques de la part des linguistes. Pourquoi M a un symbole alors que ce son n'est phonémique dans aucune langue ou presque? Est-ce que ce son-là existe vraiment? L'API a aussi un certain biais eurocentrique. Il n'y a pas de symbole différent pour le T alvéolaire et le T dental, mais si l'API avait été inventée par des aborigènes d'Australie, il y en aurait certainement. Par contre, il existe un symbole pour X qui est utilisé plus ou moins seulement pour le suédois. Je sais, c'était un peu technique, mais j'espère que ça vous aura intéressé. Si la phonétique c'est pas votre tasse de thé, ça fait rien, on peut très bien apprendre une langue avec succès sans s'y connaître en phonétique, même si personnellement ça m'aide et je trouve fascinante la diversité des sons utilisés dans les langues du monde. Merci d'avoir regardé, et abonne-toi, mets la cloche, tout ça quoi.